Honoré de Balzac, chapitre 3. La fille aux yeux d'or. À Eugène Delacroix, peintre. Un des spectacles où se rencontre le plus d'épouvantement est certes l'aspect général de la population parisienne. Peuple horrible à voir, hâve, jaune, tanné. Paris n'est-il pas un vaste champ, incessamment remué par une tempête d'intérêts, sous laquelle tourbillonne une moisson d'hommes que la mort fauche plus souvent qu'ailleurs, et qui renaissent toujours aussi serrés, dont les visages contournés, tordus, rendent par tous les pores l'esprit, les désirs, les poisons dont sont engrossés leurs cerveaux. Non pas des visages, mais bien des masques, masques de faiblesse, masques de force, masques de misère, masques de joie, masques d'hypocrisie. Tous exténués, tous empreints des signes ineffaçables d'une haletante avidité. Que veulent-ils? De l'or ou du plaisir? Quelques observations sur l'âme de Paris peuvent expliquer les causes de sa physionomie cadavéreuse qui n'a que deux âges, ou la jeunesse ou la caducité. Jeunesse blafarde et sans couleur, caducité fardée qui veut paraître jeune. En voyant ce peuple exhumé, les étrangers, qui ne sont pas tenus de réfléchir, éprouvent tout d'abord un mouvement de dégoût pour cette capitale, vaste atelier de jouissance, d'où bientôt eux-mêmes ils ne peuvent sortir et restent ainsi déformés volontiers. Peu de mots suffiront pour justifier physiologiquement la teinte presque infernale des figures parisiennes, car ce n'est pas seulement par plaisanterie que Paris a été nommé un enfer. Tenez ce mot pour vrai. Là, tout fume, tout brûle, tout brille, tout bouillonne, tout flambe, s'évapore, s'éteint, se rallume, étincelle, pétille et se consume. Jamais vie en aucun pays ne fut plus ardente ni plus cuisante. Cette nature sociale toujours en fusion semble se dire après chaque œuvre finie à une autre, comme se le dit la nature elle-même. Comme la nature, cette nature sociale s'occupe d'insectes, de fleurs d'un jour, de bagatelles, d'éphémères, et jette aussi feu et flamme par son éternel caractère. Peut-être avant d'analyser les causes qui font une physionomie spéciale à chaque tribu de cette nation intelligente et mouvante, doit-on signaler la cause générale qui en décolore, blêmit, bleuit et brunit plus ou moins les individus. À force de s'intéresser à tout, le Parisien finit par ne s'intéresser à rien. Aucun sentiment ne dominant sur sa face usée par le frottement, elle devient grise comme le plâtre des maisons, qui a reçu toute espèce de poussière et de fumée. En effet, indifférent la veille à ce dont il s'enivrera le lendemain, le Parisien vit en enfant, quel que soit son âge. Il murmure de tout, se console de tout, se moque de tout, oublie tout, veut tout, goûte à tout, prend tout avec passion, quitte tout avec insouciance. Ses rois, ses conquêtes, sa gloire, son idole, qu'elle soit de bronze ou de verre. Comme il jette ses bas, ses chapeaux et sa fortune. À Paris, aucun sentiment ne résiste au jet des choses, et leur courant oblige à une lutte qui détend les passions. L'amour y est un désir et la haine une velléité. Il n'y a là de vrais parents que le billet de 1000 francs, d'autres amis que le monde piété. Ce laisser-aller général porte ses fruits, et, dans le salon comme dans la rue, personne n'y est de trop, personne n'y est absolument utile, ni absolument nuisible, les sots et les fripons, comme les gens d'esprit ou de probité. Tout y est toléré, le gouvernement et la guillotine, la religion et le choléra. Vous convenez toujours à ce monde, vous n'y manquez jamais. Qui donc domine en ce pays sans mœurs, sans croyance, sans aucun sentiment? Mais d'où partent et où aboutissent tous les sentiments, toutes les croyances et toutes les mœurs? L'or et le plaisir. Prenez ces deux mots comme une lumière et parcourez cette grande cage de plâtre, cette ruche à ruisseaux noirs, et suivez-y les serpenteaux de cette pensée qui l'agite, la soulève, la travaille. Voyez, examinez d'abord le monde qui n'a rien. L'ouvrier, le prolétaire, l'homme qui remue ses pieds, ses mains, sa langue, son dos, son seul bras, ses 5 doigts pour vivre. Eh bien, celui-là qui, le premier, devrait économiser le principe de sa vie, il outrepasse ses forces, attelle sa femme à quelques machines, use son enfant et le cloue à un rouage. Le fabricant, le je ne sais quel fil secondaire dont le branle agite ce peuple qui, de ses mains sales, tourne et dore les porcelaines, coud les habits et les robes, amincit le fer, amenuise le bois, tisse l'acier, solidifie le chanvre et le fil, satine les bronzes, festonne le cristal, imite les fleurs, brode la laine, dresse les chevaux, tresse les harnais et les galons, découpe le cuivre, peint les voitures, arrondit les vieux ormeaux, vaporise le coton, souffle les tulles, corrode le diamant, polit les métaux, transforme en feuilles le marbre, lèche les cailloux, toilette la pensée, colore, blanchit et noircit tout.
Et bien ce sous-chef est venu promettre à ce monde de sueur et de volonté, d'étude et de patience, un salaire excessif, soit au nom des caprices de la ville, soit à la voix du monstre nommé spéculation. Alors ces quadrumanes se sont mis à veiller, pâtir, travailler, jurer, jeûner, marcher. Tous se sont excédés pour gagner cet or qui les fascine. Puis, insouciants de l'avenir, avides de jouissance, comptant sur leurs bras comme le peintre sur la palette, ils jettent, grands seigneurs d'un jour, leur argent le lundi dans les cabarets, qui font une enceinte de boue à la ville. Ceinture de la plus impudique des Vénus, incessamment pliée et dépliée, où se perd, comme au jeu, la fortune périodique de ce peuple, aussi féroce au plaisir qu'il est tranquille au travail. Pendant 5 jours donc, aucun repos pour cette partie agissante de Paris. Elle se livre à des mouvements qui la font se gauchir, se grossir, maigrir, pâlir, jaillir en 1000 jets de volonté créatrice. Puis son plaisir, son repos, est une lassante débauche, brune de peau, noire de tape, blême d'ivresse ou jaune d'indigestion, qui ne dure que 2 jours, mais qui vole le pain de l'avenir, la soupe de la semaine, les robes de la femme, les langes de l'enfant tous en haillons. Ces hommes, nés sans doute pour être beaux, car toute créature a sa beauté relative, se sont enrégimentés dès l'enfance sous le commandement de la force, sous le règne du marteau, des cisailles, de la filature, et se sont promptement vulcanisés. Vulcain, avec sa laideur et sa force, n'est-il pas l'emblème de cette laide et forte nation, sublime d'intelligence, mécanique, patiente à ses heures, terrible un jour par siècle, inflammable comme la poudre et préparée à l'incendie révolutionnaire par l'eau de vie, enfin, assez spirituelle pour prendre feu sur un mot captieux qui signifie toujours pour elle or et plaisir. En comprenant tous ceux qui tendent la main pour une aumône, pour de légitimes salaires ou pour les 5 francs accordés à tous les genres de prostitution parisienne, enfin pour tout argent bien ou mal gagné, ce peuple compte 300 000 individus. Sans les cabarets, le gouvernement ne serait-il pas renversé tous les mardis? Heureusement, le mardi, ce peuple est engourdi, cuve son plaisir, n'a plus le sou, et retourne au travail, au pain sec, stimulé par un besoin de procréation matérielle qui, pour lui, devient une habitude. Néanmoins, ce peuple a ses phénomènes de vertu, ses hommes complets, ses Napoléons inconnus, qui sont le type de ses forces portées à leur plus haute expression, et résument sa portée sociale dans une existence où la pensée et le mouvement se combinent moins pour y jeter de la joie que pour y régulariser l'action de la douleur. Le hasard a fait un ouvrier économe, le hasard l'a gratifié d'une pensée, il a pu jeter les yeux sur l'avenir, il a rencontré une femme, il s'est trouvé père, et après quelques années de privation dure, il entreprend un petit commerce de mercerie, loue une boutique. Si ni la maladie ni le vice ne l'arrêtent en sa voie, s'il a prospéré, voici le croquis de cette vie normale. Et d'abord, saluer ce roi du mouvement parisien, qui s'est soumis le temps et l'espace. Oui, saluer cette créature composée de salpêtre et de gaz, qui donne des enfants à la France pendant ses nuits laborieuses, et remultiplie pendant le jour son individu pour le service, la gloire et le plaisir de ses concitoyens. Cet homme résout le problème de suffire à la fois à une femme aimable, à son ménage, au constitutionnel, à son bureau, à la garde nationale, à l'opéra, à Dieu. Mais pour transformer en écu le constitutionnel, le bureau, l'opéra, la garde nationale, la femme et Dieu. Enfin, saluer un irréprochable cumulard. Levé tous les jours à 5 heures, il a franchi comme un oiseau l'espace qui sépare son domicile de la rue Montmartre. Qu'il vente ou tonne, pleuve ou neige, il est au constitutionnel et y attend la charge de journaux dont il a soumissionné la distribution. Il reçoit ce pain politique avec avidité, le prend et le porte. À 9 heures, il est au sein de son ménage, débite un calembour à sa femme, lui dérobe un gros baiser, déguste une tasse de thé ou gronde ses enfants. À 10 heures moins un quart, il apparaît à la mairie. Là, posé sur un fauteuil comme un perroquet sur son bâton, chauffé par la ville de Paris, il inscrit jusqu'à 4 heures, sans leur donner une larme ou un sourire, les décès et les naissances de tout un arrondissement. Le bonheur, le malheur du quartier passe par le bec de sa plume, comme l'esprit du constitutionnel voyageait naguère sur ses épaules. Rien ne lui pèse, il va toujours droit devant lui, prend son patriotisme tout fait dans le journal, ne contredit personne, crie ou applaudit avec tout le monde, et vit en hirondelle. À 2 pas de sa paroisse, il peut, en cas d'une cérémonie importante, laisser sa place à un surnuméraire et aller chanter un requiem au lutrin de l'église dont il est, le dimanche et les jours de fête, le plus bel ornement, la voix la plus imposante, où il tord avec énergie sa large bouche en faisant tonner un joyeux Amen. Il est chantre. Libéré à 4 heures de son service officiel, il apparaît pour répandre la joie et la gaieté
au sein de la boutique la plus célèbre qui soit en la cité. Heureuse est sa femme, il n'a pas le temps d'être jaloux. Il est plutôt homme d'action que de sentiment. Aussi, dès qu'il arrive, agace-t-il les demoiselles de comptoir, dont les yeux vifs attirent force chaland. Se gaudit au sein des parures, des fichus, de la mousseline façonnée par ses habiles ouvrières, ou, plus souvent encore avant de dîner, il sert une pratique, copie une page du journal ou porte chez l'huissier quelque effet en retard. À 6 heures, tous les 2 jours, il est fidèle à son poste. Inamovible basse-taille des cœurs, il se trouve à l'opéra, prêt à y devenir soldat, arabe, prisonnier, sauvage, paysan, ombre, patte de chameau, lion, diable, génie, esclave, eunuque noir ou blanc, toujours expert à produire de la joie, de la douleur, de la pitié, de l'étonnement, à pousser d'invariables cris, à se taire, à se battre, à représenter Rome ou l'Égypte, mais toujours in petto, mercier. À minuit, il redevient un bon mari, homme, tendre père, il se glisse dans le lit conjugal, l'imagination encore tendue par les formes décevantes des nymphes de l'opéra, et fait ainsi tourner, au profit de l'amour conjugal, les dépravations du monde et les voluptueux rondes jambes de la Taglioni. Enfin, s'il dort vite, et dépêche son sommeil comme il a dépêché sa vie. N'est-ce pas le mouvement fait homme, l'espace incarné, le proté de la civilisation? Cet homme résume tout, histoire, littérature, politique, gouvernement, religion, art militaire. N'est-ce pas une encyclopédie vivante, un atlas grotesque, sans cesse en marche comme Paris, et qui jamais ne repose? En lui tout est jambes, aucune physionomie ne saurait se conserver pure en de tels travaux. Peut-être l'ouvrier qui meurt vieux à 30 ans, l'estomac tanné par les doses progressives de son eau de vie, sera-t-il trouvé, au dire de quelques philosophes bien rentés, plus heureux que ne l'est le mercier. L'un périt d'un seul coup, et l'autre en détail. De ses 8 industries, de ses épaules, de son gosier, de ses mains, de sa femme et de son commerce, celui-ci retire, comme d'autant de fermes, des enfants, quelques 1000 francs, et le plus laborieux bonheur qui ait jamais recréé cœur d'homme. Cette fortune et ses enfants, ou les enfants qui résument tout pour lui, deviennent la proie du monde supérieur, auquel il porte ses écus et sa fille, ou son fils élevé au collège, qui, plus instruit que ne l'est son père, jette plus haut ses regards ambitieux. Souvent, le cadet d'un petit détaillant peut être quelque chose dans l'État. Cette ambition introduit la pensée dans la seconde des sphères parisiennes. Montez donc un étage et allez à l'entresol, ou descendez du grenier et restez au 4e. Enfin, pénétrez dans le monde qui a quelque chose. Là, même résultat. Les commerçants en gros et leurs garçons, les employés, les gens de la petite banque et de grande probité, les fripons, les âmes damnées, les premiers et les derniers commis, les clercs de l'huissier, de l'avoué, du notaire, enfin les membres agissants, pensants, spéculants de cette petite bourgeoisie qui triture les intérêts de Paris et veille à son grain, accapare les denrées, emmagasine les produits fabriqués par les prolétaires, encaque les fruits du midi, les poissons de l'océan, les vins de toutes côtes aimés du soleil, qui étend les mains sur l'Orient, y prend les châles dédaignés par les Turcs et les Russes, va récolter jusque dans les Indes, se couche pour attendre la vente, aspire après le bénéfice, escompte les effets, roule et encaisse toutes les valeurs, emballe en détail Paris tout entier, le voiture, guette les fantaisies de l'enfance, épie les caprices et les vices de l'âge mûr, empressure les maladies. Eh bien, sans boire de l'eau de vie comme l'ouvrier, ni sans aller se vautrer dans la fange des barrières, tous excèdent aussi leur force, tendant outre mesure leur corps et leur morale, l'un par l'autre, se dessèchent de désirs, s'abîment de courses précipitées. Chez eux, la torsion physique s'accomplit sous le fouet des intérêts, sous le fléau des ambitions qui tourmentent les mondes élevés de cette monstrueuse cité, comme celle des prolétaires s'est accomplie sous le cruel balancier des élaborations matérielles incessamment désirées par le despotisme du je le veux aristocrate. Là donc aussi, pour obéir à ce maître universel, le plaisir ou l'or, il faut dévorer le temps, presser le temps, trouver plus de 24 heures dans le jour et la nuit, s'énerver, se tuer, vendre 30 ans de vieillesse pour 2 ans d'un repos maladif. Seulement l'ouvrier meurt à l'hôpital, quand son dernier terme de rabougrissement s'est opéré, tandis que le petit bourgeois persiste à vivre et vit, mais crétinisé. Vous le rencontrerez la face usée, plate, vieille, sans lueur aux yeux, sans fermeté dans la jambe, se traînant d'un air hébété sur le boulevard, la ceinture de sa Vénus, de sa ville chérie. Que voulait le bourgeois? Le briquet du garde national, un immuable pot-au-feu, une place décente au Père-Lachaise, et pour sa vieillesse, un peu d'or légitimement gagné. Son lundi, à lui, est le dimanche. Son repos est la promenade en voiture de remise, la partie de campagne, pendant laquelle femmes et enfants avalent joyeusement de la poussière ou se rôtissent au soleil.
Sa barrière est le restaurateur dont le vénéneux dîner a du renom, ou quelques bals de famille où l'on étouffe jusqu'à minuit. Certains niais s'étonnent de la Saint-Guy, dont sont atteints les monades que le microscope fait apercevoir dans une goutte d'eau. Mais que dirait le Gargantua de Rabelais, figure d'une sublime audace incomprise? Que dirait ce géant tombé des sphères célestes s'il s'amusait à contempler le mouvement de cette seconde vie parisienne, dont voici l'une des formules. Avez-vous vu ces petites baraques, froides en été, sans autre foyer qu'une chaufferette en hiver, placées sous la vaste calotte de cuivre qui coiffe la halle au blé? Madame est là dès le matin, elle est factrice aux halles et gagne à ce métier 12 000 francs par an, dit-on. Monsieur, quand madame se lève, passe dans un sombre cabinet, où il prête à la petite semaine aux commerçants de son quartier. À 9 heures, il se trouve au bureau des passeports, dont il est un des sous-chefs. Le soir, il est à la caisse du théâtre italien, ou de tout autre théâtre qu'il vous plaira de choisir. Les enfants sont mis en nourrice et en reviennent pour aller au collège ou dans un pensionnat. Monsieur et madame demeurent à un 3e étage, n'ont qu'une cuisinière, donnent des bals dans un salon de 12 pieds sur 8 et éclairé par des quinquets. Mais ils donnent 150 000 francs à leur fille et se reposent à 50 ans, âge auquel ils commencent à paraître au 3e loge à l'Opéra, dans un fiacre à Longchamp ou en toilette fanée tous les jours de soleil sur les boulevards, l'espalier de ses fructifications. Estimé dans le quartier, aimé du gouvernement, allié à la haute bourgeoisie, monsieur obtient à 65 ans la croix de la Légion d'honneur, et le père de son gendre, maire d'un arrondissement, l'invite à ses soirées. Ces travaux de toute une vie profitent donc à des enfants que cette petite bourgeoisie tend fatalement à élever jusqu'à la haute. Chaque sphère jette ainsi tout son frais dans sa sphère supérieure. Le fils du riche épicier se fait notaire, le fils du marchand de bois devient magistrat. Pas une dent ne manque à mordre sa rainure, et tout stimule le mouvement ascensionnel de l'argent. Nous voici donc amenés au 3e cercle de cet enfer qui, peut-être un jour, aura son Dante. Dans ce 3e cercle social, espèce de ventre parisien où se digèrent les intérêts de la ville et où il se condense sous la forme dite affaires, se remue et s'agite par un âcre et fielleux mouvement intestinal la foule désavouée. Médecins, notaires, avocats, gens d'affaires, banquiers, gros commerçants, spéculateurs, magistrats. Là, se rencontrent encore plus de causes pour la destruction physique et morale que partout ailleurs. Ces gens vivent presque tous en d'infectes études, en des salles d'audience empestées, dans de petits cabinets grillés, passent le jour courbés sous le poids des affaires, se lèvent dès l'aurore pour être en mesure, pour ne pas se laisser dévaliser, pour tout gagner ou pour ne rien perdre, pour saisir un homme ou son argent, pour emmancher ou démancher une affaire, pour tirer parti d'une circonstance fugitive, pour faire pendre ou acquitter un homme. Ils réagissent sur les chevaux, ils les crèvent, les surmènent, leur vieillissent aussi à eux les jambes avant le temps. Le temps est leur tyran, il leur manque, il leur échappe, ils ne peuvent ni l'étendre ni le resserrer. Quelle âme peut rester grande, pure, morale, généreuse, et conséquemment quelle figure demeure belle dans le dépravant exercice d'un métier qui force à supporter le poids des misères publiques, à les analyser, les peser, les estimer, les mettre en coupe réglée. Ces gens-là déposent leur cœur, où? Je ne sais, mais ils le laissent quelque part, quand ils en ont un, avant de descendre tous les matins au fond des peines qui poignent les familles. Pour eux, point de mystère, ils voient l'envers de la société dont ils sont les confesseurs et la méprisent. Or, quoi qu'ils fassent, à force de se mesurer avec la corruption, ils en ont horreur et s'attristent, ou, par lassitude, par transaction secrète, ils l'épousent. Enfin, nécessairement, ils se blasent sur tous les sentiments, eux que les lois, les hommes, les institutions font voler comme des choucasses sur les cadavres encore chauds. À toute heure, l'homme d'argent pèse les vivants, l'homme des contrats pèse les morts, l'homme de loi pèse la conscience. Obligés de parler sans cesse, tous remplacent l'idée par la parole, le sentiment par la phrase, et leur âme devient un larynx. Ils s'usent et se démoralisent. Ni le grand négociant, ni le juge, ni l'avocat ne conservent leur sens droit. Ils ne sentent plus. Ils appliquent les règles que faussent les espèces. Emportés par leur existence torrentueuse, ils ne sont ni époux, ni pères, ni amants. Ils glissent à la ramasse sur les choses de la vie, et vivent à toute heure, poussés par les affaires de la grande cité. Quand ils rentrent chez eux, ils sont requis d'aller au bal, à l'opéra, dans les fêtes, où ils vont se faire des clients, des connaissances, des protecteurs. Tous mangent démesurément, jouent, veillent, et leurs figures s'arrondissent, s'aplatissent, se rougissent. À de si terribles dépenses de force intellectuelle, à des contractions morales si multipliées, ils opposent non pas le plaisir, il est trop pâle et ne produit aucun contraste, mais la débauche, débauche secrète, effrayante, car ils peuvent disposer de tout, et font la morale de la société.
Leur stupidité réelle se cache sous une science spéciale. Ils savent leur métier, mais ils ignorent tout ce qui n'en est pas. Alors, pour sauver leur amour-propre, ils mettent tout en question, critiquent à tort et à travers, paraissent douteurs et sont gobe-mouches en réalité, noient leur esprit dans leurs interminables discussions. Presque tous adoptent commodément les préjugés sociaux, littéraires ou politiques pour se dispenser d'avoir une opinion. De même qu'ils mettent leur conscience à l'abri du code ou du tribunal de commerce. Partis de bonne heure pour être des hommes remarquables, ils deviennent médiocres et rampent sur les sommités du monde. Aussi leur figure offre-t-elle cette pâleur aigre, ces colorations fausses, ces yeux ternis, cernés, ces bouches bavardes et sensuelles, où l'observateur reconnaît les symptômes de l'abâtardissement de la pensée et sa rotation dans le cirque d'une spécialité qui tue les facultés génératives du cerveau, le don de voir en grand, de généraliser et de déduire. Ils se ratatinent presque tous dans la fournaise des affaires. Aussi, quand un homme qui s'est laissé prendre dans les concassations ou dans l'engrenage de ces immenses machines ne peut-il devenir un grand? S'il est médecin, ou s'il a peu fait la médecine, ou s'il est une exception, un bichat qui meurt jeune. Si, grand négociant, il reste quelque chose, il est presque Jacques Coeur. Robespierre exerça-t-il? Danton était un paresseux qui attendait. Mais qui d'ailleurs a jamais envié les figures de Danton et de Robespierre, quelque superbes qu'elles puissent être? Ces affairés par excellence attirent à eux l'argent, et l'entassent pour s'allier aux familles aristocratiques. Si l'ambition de l'ouvrier est celle du petit bourgeois, ici, même passion encore. À Paris, la vanité résume toutes les passions. Le type de cette classe serait soit le bourgeois ambitieux qui, après une vie d'angoisse et de manœuvres continuelles, passe au Conseil d'État comme une fourmi passe par une fente, soit quelque rédacteur de journal, roué d'intrigues, que le roi fait pair de France, peut-être pour se venger de la noblesse. Soit quelque notaire devenu maire de son arrondissement, tous gens laminés par les affaires et qui, s'ils arrivent à leur but, y arrivent tués. En France, l'usage est d'introniser la perruque. Napoléon, Louis XIV, les grands rois seuls ont toujours voulu des jeunes gens pour mener leurs desseins. Au-dessus de cette sphère vit le monde artiste. Mais là encore, les visages marqués du sceau de l'originalité sont noblement brisés, mébrisés, fatigués, sinueux, excédés par un besoin de produire, dépassés par leur coûteuse fantaisie, lassés par un génie dévoreur, affamés de plaisir, les artistes de Paris veulent tous regagner par d'excessifs travaux les lacunes laissées par la paresse, et cherchent vainement à concilier le monde et la gloire, l'argent et l'art. En commençant, l'artiste est sans cesse haletant sous le créancier. Ses besoins enfantent les dettes, et ses dettes lui demandent ses nuits. Après le travail, le plaisir. Le comédien joue jusqu'à minuit, étudie le matin, répète à midi. Le sculpteur plie sous sa statue. Le journaliste est une pensée en marche comme le soldat en guerre. Le peintre en vogue est accablé d'ouvrage. Le peintre sans occupation se ronge les entrailles s'il se sent homme de génie. La concurrence, les rivalités, les calomnies assassinent ses talents. Les uns, désespérés, roulent dans les abîmes du vice. Les autres meurent jeunes et ignorés pour s'être escompté trop tôt leur avenir. Peu de ces figures, primitivement sublimes, restent belles. D'ailleurs, la beauté flamboyante de leur tête demeure incomprise. Un visage d'artiste est toujours exorbitant. Il se trouve toujours en dessus ou en dessous des lignes convenues pour ce que les imbéciles nomment le beau idéal. Quelle puissance les détruit? La passion. Toute passion à Paris se résout par deux termes, or et plaisir. Maintenant, ne respirez-vous pas? Ne sentez-vous pas l'air et l'espace purifiés? Ici, ni travaux ni peine. La tournoyante volute de l'or a gagné les sommités. Du fond des soupiraux où commencent ces rigoles, du fond des boutiques où l'arrête de chétifs bâtardeaux, du sein des comptoirs et des grandes officines où ils se laissent mettre en barre, l'or, sous forme de dot ou de succession, amené par la main des jeunes filles ou par les mains ossues du vieillard, jaillit vers la jante aristocratique où il va reluire, s'étaler, ruisseler. Mais avant de quitter les 4 terrains sur lesquels s'appuie la haute propriété parisienne, ne faut-il pas, après les causes morales dites, déduire les causes physiques, et faire observer une peste, pour ainsi dire sous-jacente, qui constamment agit sur les visages du portier, du boutiquier, de l'ouvrier, signaler une délétère influence dont la corruption égale celle des administrateurs parisiens qui la laissent complaisamment subsister. Si l'air des maisons où vivent la plupart des bourgeois est infect, si l'atmosphère des rues crache des miasmes cruels en des arrière-boutiques où l'air se raréfie. Sachez qu'outre cette pestilence, les 40 000 maisons de cette grande ville baignent leurs pieds en des immondices que le pouvoir n'a pas encore voulu sérieusement enceindre de murs en béton
qui put s'empêcher la plus fétide boue de filtrer à travers le sol, d'y empoisonner les puits et de continuer souterrainement à Lutèce son nom célèbre. La moitié de Paris couche dans les exhalaisons putrides des cours, des rues et des basses heures. Mais abordons les grands salons aérés et dorés, les hôtels à jardins, le monde riche, oisif, heureux, renté. Les figures y sont étiolées et rongées par la vanité. Là, rien de réel. Chercher le plaisir, n'est-ce pas trouver l'ennui? Les gens du monde ont de bonne heure fourbu leur nature. N'étant occupés qu'à se fabriquer de la joie, ils ont promptement abusé de leur sens, comme l'ouvrier abuse de l'eau de vie. Le plaisir est comme certaines substances médicales. Pour obtenir constamment les mêmes effets, il faut doubler les doses, et la mort ou l'abrutissement est contenu dans la dernière. Toutes les classes inférieures sont tapies devant les riches et en guettent les goûts pour en faire des vices et les exploiter. Comment résister aux habiles séductions qui se trament en ce pays? Aussi Paris a-t-il ces thériakis pour qui le jeu, la gastrolatrie ou la courtisane sont un opium. Aussi, voyez-vous de bonheur à ces gens-là des goûts et non des passions, des fantaisies romanesques et des amours frileux. Là règne l'impuissance, là plus d'idées. Elles ont passé comme l'énergie dans les simagrées du boudoir, dans les singeries féminines. Il y a des blancs-becs de 40 ans, de vieux docteurs de 16 ans. Les riches rencontrent à Paris de l'esprit tout fait, la science toute mâchée, des opinions toutes formulées, qui les dispensent d'avoir esprit, science ou opinion. Dans ce monde, la déraison est égale à la faiblesse et au libertinage. On y est avare de temps à force d'en perdre. N'y cherchez pas plus d'affection que d'idées. Les embrassades couvrent une profonde indifférence et la politesse un mépris continuel. On n'y aime jamais autrui. Des saillies sans profondeur, beaucoup d'indiscrétions, des commérages, par-dessus tout, des lieux communs. Tel est le fond de leur langage. Mais ces malheureux heureux prétendent qu'ils ne se ressemblent pas pour dire et faire des maximes à la façon de La Rochefoucauld, comme s'il n'existait pas un milieu trouvé par le XVIIIe siècle entre le trop-plein et le vide absolu. Si quelques hommes valides usent d'une plaisanterie fine et légère, elle est incomprise. Bientôt fatigués de donner sans recevoir, ils restent chez eux et laissent régner les sots sur leur terrain. Cette vie creuse, cette attente continuelle d'un plaisir qui n'arrive jamais, cet ennui permanent, cette inanité d'esprit, de cœur et de cervelle, cette lassitude du grand raout parisien se reproduit sur les traits et confectionne ces visages de carton, ces rides prématurées, cette physionomie des riches où grimace l'impuissance, où se reflète l'or et d'où l'intelligence a fui.